Salam alaikum, Azul, bonsoir. Avant que Chakib Khalil ne soit réimporté en Algérie depuis les États-Unis d'Amérique pour subir une opération de blanchiment via plusieurs zaouillettes marrons qui s'étaient pieusement prêtés à l'arnaque au nom de Dieu, du prophète et de tous les saints, Ammar Saadani, le patron du FLN, nous avait juré que le même Chakib Khalil a été le meilleur ministre qu'ait connu l'Algérie depuis son indépendance. Je crois qu'il faut croire Ammar Saadani. Chakib est sûrement le meilleur. Reste à imaginer en quoi, ce qui ne devrait pas être difficile à deviner, n'est-ce pas? Donc, Saadani a été chargé de refaire une virginité à Chakib. Précisons, pour les rares Algériens qui ne le savent déjà, qu'Ammar Saadani n'est pas seulement le patron du FLN. Ça, ce n'est rien du tout. Juste une façade pour l'essentiel. Et l'essentiel est qu'il est le seul véritable porte-parole, dans le sens plein du terme, de Saïd Bouteflika. C'est pour cela que tout ce qu'il dit se réalise, même si c'est totalement invraisemblable. Quand il a attaqué Tawfiq, au moment où celui-ci était encore le puissant maître du redoutable DRS, personne ne pensait que celui-ci allait être dégommé, parce que c'était juste inimaginable. C'est ce qui se produisit pourtant. Quand il envoya une injonction sans frais à Arbarab, lui enjoignant de choisir entre l'argent et la politique, il ne le redit pas deux fois. Quand il proposa que Chakib Khalil revienne au pays et que tous les cadres injustement, accusés de corruption par le DRS, nous a-t-il dit, soient lavés, personne ne pensa que le régime allait oser, que Chakib Khalil allait être autorisé à rentrer au pays, lavé plus blanc que blanc, et même mis sur les rails de la succession de Bouteflika. C'est pourtant ce qui se produisit, avec une facilité qui laissa croire que le pays n'avait plus de peuple, puisque ça se passait en l'absence totale de celui-ci. Et le comble du comble est que le régime, ce même régime, qui a pourtant la haute main sur la justice algérienne, qui aurait pu lui demander de rendre un non-lieu, juste comme ça, évita soigneusement cette solution pourtant facile, pour des raisons que nous devinons aisément. Ces gens sont suffisamment intelligents pour savoir qu'il n'est jamais bon de remuer la boue, et ils ne la remuent jamais, quand ça les concerne. Mais le plus remarquable, si je peux dire, n'est pas seulement dans ce rôle d'oracle que joue Saadani, mais dans son hallucinante audace à nous asséner les plus gros mensonges qui puissent s'imaginer. Et c'est ainsi que tout un troupeau de chameaux passa par le chat d'une aiguille. Il ne nous restait plus qu'à accorder le titre de shahid vivant à Chakib Khalil Yabjaoui. Et donc, alors que la fameuse paire était sans l'ombre d'un doute convaincue de grande corruption, au détriment de l'Algérie, mise sur le banc des accusés par des institutions judiciaires occidentales, avec moult détails, en même temps que la famille de Chakib. M. Saadani balaie tout cela du revers de la main, accusant le DRS d'avoir monté toute pièce ce dossier. On dira même, pour les chaumières, que la justice italienne était la main de l'étranger. La main de l'étranger où on achète des villas et des appartements de luxe, des yachts de 42 mètres, des diamants à 1 million de dollars, des bureaux à Manhattan, des diamants de chez Bloch, des suites royales en Bulgarie, des tableaux de maître et une foule de domestiques philippins à Dubaï. Sans compter les discrètes et somptueuses baraques de Madame Khalil et de ses gamins aux États-Unis. De tout ça et du reste, Saadani ne nous dira rien. Mais comme il lui fallait envoyer un signal très fort pour montrer qui était le maître, une fois pour toutes, le patron du DRS puis le procureur général d'Alger ont été dégommés
comme des malpropres, sans autre forme de procès. Allez, oust, du vent, leur a-t-on dit. On ne touche pas aux protégés de Monsieur Frère. D'ailleurs, ces deux messieurs, le puissant Tawfiq et le malheureux procureur général, Zramati, n'ont pas bougé une oreille. Ils sont rentrés dans le rang doucement, sans faire de bruit. Savez-vous pourquoi? Parce que, tout simplement, Zramati, on n'en parle pas, mais pour Tawfiq. Parce que si Tawfiq dispose de dossiers très accablants sur le clan qui tient le pays, le clan qui tient le pays tient Tawfiq sur des dossiers qui pourraient l'envoyer en prison pour très longtemps, voire même mettre sur la paille sa parentèle qui est dans les affaires, à défaut d'être aux affaires. Et comme l'agenda du moment consistait à blanchir Chakib, pour les raisons que je vais vous rappeler, M. Saadani nous a sorti un chiffre qui montre à quel point il sait faire avaler les couleuvres quand il veut. Nous savons tous que pendant toute la période durant laquelle Chakib fut placé à la tête de son Sonatrach et du ministère de l'Énergie, l'Algérie a engrangé environ 750 milliards de dollars. Saadani aurait pu arrondir un peu à 800 milliards de dollars pour donner plus de crédit à Chakib Khalil. On n'est pas quelques dollars près, n'est-ce pas? Mais lui, il ne fait pas dans la dentelle. Il nous a affirmé publiquement, du haut d'une tribune, devant un parterre de journalistes, que grâce au génie de Chakib Khalil, le pays avait gagné combien? 1500 milliards de dollars. Le double de ce qui a été rapporté en vérité. Juste le double des recettes issues des ventes des hydrocarbures durant tout le temps que Chakib Khalil était à la tête de ce secteur. C'est dire l'étendue des dégâts. C'est dire dans quelle abyssale et hallucinante situation se trouve ce malheureux pays. Et mieux encore, il nous a promis que si Chakib revenait, les cours du baril remonteraient. Il l'a dit. Et donc, il a été décidé en haut lieu de faire revenir Chakib Khalil. Pourquoi, me diriez-vous? Très vraisemblablement pour le préparer pour la succession de Bouteflika. Rien de moins. Et pourquoi lui, me rediriez-vous? Eh bien parce que c'est le seul, l'unique à qui Saïd Bouteflika peut faire une totale confiance. C'est le seul qui, devenu président, ne chassera pas Saïd si son frère disparaît. Parce qu'ils sont comme une famille, une vraie famille. Parce que trop d'intérêts les unissent. Parce que Chakib tient tout le monde pour la simple et bonne raison qu'il fallait passer par lui pour se remplir les poches et que c'est lui qui déliait les cordons de la bourse à tous les barons du régime, tous sans aucune exception. Et d'ailleurs, il n'est pas à écarter que depuis qu'il avait été gravement mis en cause, il ait envoyé un message clair à tout ce beau monde. Si je tombe, je balance. Et si je tombe, vous tombez. Et il ne fait aucun doute, en effet, que si Chakib balance, pas un seul baron du régime ne serait à l'abri de très gros scandales qui pendent au nez de tout le monde. Mais il sera dit que malgré tous leurs efforts, malgré le silence complice des démocraties occidentales qui n'ignorent rien de ces immenses prédations, puisqu'elles hébergent dans leur pays le fruit de ces rapines, les révélations du consortium international de journalistes d'investigation continuent de défrayer la chronique mondiale. Et l'Algérie y figure en très bonne place. Ou plutôt, je devrais dire, le régime algérien, la mafiocratie algérienne y figure en pole position. Nous savons aujourd'hui, avec une grande certitude, des chiffres, des détails en tout genre, que ces prédations ne font plus aucun doute, n'en déplaise à Saadani et à Ammar Ghoul. Ceux qui sont sous les feux de la rampe aujourd'hui sont les Bjaoui et les Chakib Khalil. Mais derrière eux se profile l'ombre d'innombrables barons du régime, dont certains ont pris la part du lion. Une part du lion qui est juste inimaginable, puisqu'elle se chiffre en milliards de dollars. Des fortunes prélevées en commission sur quasiment tous les contrats importants du pays, quasiment tous les contrats, soit des dizaines de milliards de dollars. En attendant, nous sommes là à regarder passer à regarder passer les trains et à écouter les porte-paroles et autres baltagias de la com
nous raconter des salades. Pourquoi pas, après tout, au point où nous en sommes aujourd'hui. Le Monde. Panama Papers, comment l'élite algérienne a détourné l'argent du pétrole. El Watan. Nouvelle révélation des Panama Papers au cœur de la conspiration Bedjaoui-Khelil. TSA. Nouvelle révélation sur l'implication de Khelil et de son fils dans le scandale Sonatrach par Hajer Gnenfa. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Djilali Hidjaj, porte-parole de l'Association algérienne de lutte contre la corruption, et Karim Tabou, président de l'Union démocratique et sociale. Djilali Hidjaj, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Djilali Hidjaj. Alors, ça revient. Certains pensaient que c'était un peu enterré quelque part, que l'action des journalistes d'investigation s'était un peu essoufflée, qu'ils n'allaient pas redire les mêmes choses. Et puis voilà, on apprend qu'il y a encore du nouveau et que ça n'en finit pas. Oui, ça n'est pas, on va dire un peu pour les modestes connaisseurs dont je fais partie, ça n'est pas en soi une surprise. Malheureusement, j'aurais voulu faire avec vous une émission aujourd'hui qui traiterait de choses plus simples. C'est vrai que mais c'est grave parce que là, en l'espace de quelques jours, pratiquement en l'espace de 48 heures, deux quotidiens importants, j'allais dire au niveau international, le New York Times, donc le quotidien américain très puissant, le quotidien français Le Monde, soutenu, alimenté par le consortium international des journalistes d'investigation, donc font pratiquement des dossiers extrêmement lourds et extrêmement complets sur l'Algérie. D'ailleurs, le quotidien Le Monde aujourd'hui, c'est sa une, plus la page 2 et la page 3, donc ce qui est assez exceptionnel et assez inhabituel. Donc il y a lieu réellement... Mais justement, Djilali Hidjaj, Le Monde a fait un dossier vraiment très étoffé, qui fourmille de détails en tout genre. Est-ce que c'est une réponse du berger à la bergère après qu'il ait été attaqué par le clan résidentiel pour dire, voilà, venez nous attaquer maintenant, voilà du neuf, voilà du détail, voilà des vérités, venez nous attaquer en justice? En fait, il est vrai que au tout début du mois d'avril, quand Le Monde avait commencé à faire sortir un certain nombre d'articles sur l'Algérie, il y a eu soit une erreur, soit une maladresse, soit une manipulation de je ne sais qui au niveau du Monde, en publiant, c'est vrai qu'à la une, la photo du chef de l'État algérien. C'est vrai que ça ne correspondait pas tout à fait. Donc, mais en même temps, pour ceux qui ont suivi dès le départ l'affaire des Panama Papers, aussi bien les deux journalistes allemands qui ont été à l'origine des révélations et qui ont été pendant plus d'une année en contact avec la gorge profonde, avec la source qui les alimentait régulièrement, aussi bien le consortium international des journalistes d'investigation, tous ces gens-là avaient dit, écoutez, nous allons publier un certain nombre d'éléments, d'informations sur un certain nombre de pays, mais on a une telle somme, un tel volume d'informations et de documents que ne vous inquiétez pas, à la limite, entre guillemets, il va y avoir encore du nouveau. Et donc, il y aura encore du nouveau dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que ce qui est assez extraordinaire, et peut-être que ceux qui ne sont pas tout à fait un peu au fait de ce qui se passe, c'est que pendant plus d'une année, la personne qui alimentait les deux journalistes allemands sur l'affaire des Panama Papers n'envoyait pas uniquement des documents, j'allais dire classés, archivés, c'est qu'il leur envoyait aussi des documents au jour le jour, c'est-à-dire des échanges de mails électroniques du cabinet Mossack, du cabinet panaméen, et donc ils se sont retrouvés. Alors moi je vous invite, vous, Monsieur Benchenouf et tous ceux qui voudraient en savoir plus, à découvrir avec effroi le livre que les deux journalistes allemands viennent de publier il y a quelques semaines. L'édition française est sortie au mois de juin. Moi, j'ai eu le privilège de le lire
En plus de ça, il coûte pas cher, donc pour ceux qui peuvent l'acheter, il coûte à peine 20 euros. Mais c'est extraordinaire d'informations, d'analyses, et en même temps, comment ces journalistes ont enquêté. Le titre, Gilal Hajjaj, le titre du livre en question? Comment? Le titre du livre? Je crois que c'est la plus grande affaire, le plus grand secret du monde. Il est paru aux éditions du Seuil. J'en ai parlé il y a quelques jours dans ma page hebdomadaire corruption du soir d'Algérie. Moi, je l'ai lu en 2 nuits blanches, mais il révèle comment ils ont travaillé. C'est-à-dire que c'est vrai que ça dénote pour ceux qui étaient un peu sceptiques, pour ceux qui voyaient une manipulation, pour ceux qui voyaient le gouvernement américain derrière tout ça. En fait, il révèle avec objectivité comment deux journalistes d'un journal allemand extrêmement important, qui se sont associés au consortium, ont pu travailler sur ces documents pendant plus d'une année, et qui montrent avec force détail, et surtout avec des documents imparables, des documents qui ne peuvent pas être réfutés, comment donc le système offshore, le blanchiment d'argent, l'utilisation des paradis fiscaux, des comptes anonymes, la fuite des capitaux, l'évasion fiscale, la grande corruption dans les grandes affaires, comment donc un certain nombre de dirigeants, d'hommes d'affaires, de professions libérales du monde entier ont trempé dans pratiquement le plus grand scandale du siècle. Et je vous dis, il y aura encore de nouvelles révélations pour ceux qui considéraient par rapport à l'Algérie qu'il n'y avait que le seul petit ministre de l'industrie Bouchouerb qui était impliqué. Et là ils ont la preuve qu'en fait que le système, malheureusement, le système de gouvernance en Algérie, le système qui régit le pays est gangréné, mais vraiment comme c'est pas possible, quoi. C'est extrêmement inquiétant. Alors, ce qui est intéressant en plus, quand vous lisez avec attentivement ce qui a été publié par le New York Times et ce qui a été publié par le consortium, les derniers éléments sur l'Algérie, ça montre que déjà la justice algérienne, il y a quelques années, avait reçu des informations extrêmement importantes des magistrats suisses sur l'implication de Cheikh Ebrelil et de sa famille, sur l'implication de Khalid Bjaoui et d'autres personnes autour de Khalid Bjaoui. Donc là, justice algérienne, qui dans l'affaire Sonatrach 2, qui est morte-née, malheureusement, avait sollicité les magistrats suisses à travers la procédure des commissions rogatoires internationales, et la justice algérienne, le procureur général Zorlami que vous citiez tout à l'heure, donc avait reçu des réponses extrêmement inquiétantes. Donc quand la justice algérienne a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre Bjaoui, ses enfants, son épouse, et contre Khalid Bjaoui, c'est qu'ils avaient des éléments extrêmement solides. Et on se pose la question, pourquoi au niveau d'Interpol, il y a eu ce vice de forme qui a fait que ces mandats ont été annulés. Mais ce qui est révélé, on rentre un peu dans le détail des mécanismes, on rentre un peu dans le détail d'un certain nombre de pratiques de création de sociétés offshore, avec une diversité d'ouverture de comptes bancaires un peu partout dans le monde, qui permet de faire transiter les pots de vin et les commissions, de les redistribuer en essayant d'étouffer toute traçabilité. Mais malheureusement, la traçabilité a été en grande partie retrouvée. Et si vous permettez, je crois que c'est pour la première fois que je vais le dire, et j'assume mes propos, c'est extrêmement grave. Les enquêtes internationales de journalistes de différentes justices de pays qui sont concernés par les affaires de corruption avec l'Algérie sont en train de pénétrer pratiquement dans la surface des 18 mètres au niveau du pouvoir. Là, on franchit une ligne rouge. On est en train d'approcher des commanditaires, et vous avez tout à fait raison, qui est derrière Saadani, qui est derrière Khalid Bjaoui, qui est derrière Mohamed Bjaoui, l'ancien président du Conseil constitutionnel et ancien ministre des Affaires étrangères, qui est derrière Cheikh Ebrelil. Je pense que on est en train pratiquement de révéler un certain nombre de pièces du puzzle qui montrent qu'en fait qu'il y a une véritable camorra qui, au sein du pouvoir ou à sa périphérie immédiate, a géré cette manne financière avec les dérives que nous connaissions, pots de vin, fuite des capitaux. Mais Gilal Hajjaj, j'allais presque vous dire que
ce que vous nous dites coule de source. Des gens comme vous et comme tous les journalistes d'investigation qui s'intéressent de très près à ces affaires savent très bien que certaines personnes utilisent de prête-noms et d'intermédiaires pour percevoir les grandes enveloppes, les gros paquets de commissions. Je vais vous donner un exemple tout simple. Tout le monde sait pourquoi un Ammar roule. Un Ammar roule, hein, dont tout le monde connaît la vacuité. Pourquoi il est gardé dans le sein du pouvoir et pourquoi il n'est pas liquidé malgré son immense incompétence. Et c'est parce que tout simplement, l'argent qu'il a pris, ce n'était pas pour lui. Il en a pris un peu, mais le gros est allé à qui on sait. Et c'est pareil pour Chakib Khalil. Chakib Khalil, il a pris, malgré les dizaines de millions de dollars ou les centaines de millions de dollars pour les autres, ils n'ont pris que des miettes, finalement, comparé à ce qu'ils ont rapporté aux vrais maîtres du jeu, à ceux qui sont planqués derrière. Nous le savons très bien, Gilali Hajjaj. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul Ammar Roul, hein, il y en a plusieurs. Il y en a même qui sont encore au gouvernement ou qui viennent de rentrer dans le gouvernement alors qu'ils sont cités dans des affaires de justice. Et donc, donc ça signifie un climat d'impunité assumé par le pouvoir en place. Nous nommons qui nous voulons, nous pouvons nommer des gens qui sont impliqués, cités dans des affaires. Nous sommes seuls maîtres à bord, mais en même temps, je vous assure, croyez-moi, ces dernières 48 heures avec ces nouvelles révélations et le fait, et ça c'est un élément nouveau extrêmement important, le fait qu'un des plus grands quotidiens au monde, le New York Times, qui plus est quotidien américain, très puissant et très influent auprès de la Maison-Blanche et des milieux d'affaires américains, le fait que le New York Times monte au créneau, ça aussi, il y a une analyse à faire de ce côté-là. Un New York Times qui d'habitude est très prudent, très réservé pour ce qui est des affaires algériennes. D'une part, et en même temps, moi qui ai suivi de très près, bien avant les révélations de Panama Papers, puisque le consortium international nous avait contactés, il y a eu une tentative du consortium international des journalistes à faire participer le New York Times avec eux, dans l'équipe internationale. Le New York Times avait dit non, moi je préfère attendre, je préfère voir ce qui peut être intéressant ou pas. Donc le New York Times avait été réticent. Et là, subitement, et j'ai lu le New York Times d'hier, subitement, c'est un papier extrêmement important qui est fait. Donc là, ça peut signifier que d'une part, le fameux parapluie dont pouvait se prévaloir chez Kebrelé de la part du gouvernement Obama, parapluie qui a peut-être existé 2 ou 3 ans, n'est plus de mise. Mais ce qui est inquiétant, c'est que tous ces scandales qui impliquent des dirigeants algériens, des proches de dirigeants algériens, des ministres en exercice ou des anciens ministres, affaiblissent considérablement l'Algérie et fait que l'Algérie est de plus en plus vulnérable au sein de la communauté internationale. Et j'allais dire, il est de bonne guerre que derrière ces nouvelles révélations par des grands quotidiens comme Le Monde et New York Times, il peut y avoir aussi des gouvernements occidentaux, européens et américains qui aussi utilisent ces scandales et ces affaires pour affaiblir davantage le pays et surtout pour peser de tout leur poids dans l'après-Bouteflika. Voilà ce qui est aussi extrêmement inquiétant. Gilali Hajjaj, je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous parler de ces gorges profondes dont vous nous parliez de Mossack Fonseca et aussi de nous parler de ces journalistes algériens qui ont collaboré très activement avec le consortium international des journalistes d'investigation. Et je reçois à présent Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci, c'est Jamal, merci de l'invitation. Merci. Alors, Karim Tabou, quel effet cela vous a fait quoique je sais que vous saviez déjà, hein, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, vous savez très bien, comme nous tous, comme tous les Algériens. Mais est-ce que ça ne vous a pas choqué, malgré tout? C'est Jamal, excuse-moi d'aller sur un autre sujet, mais qui est l'exemple, qui est l'illustration justement de cette impunité. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale,
Et après que l'humanité a décidé de mettre en place un système international de maintien de la paix et de gestion des conflits, etc., on peut constater qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des conflits graves, des guerres sauvages, qui ont toutes fini par être traitées par des tribunaux internationaux. Je cite l'exemple, le conflit du Rwanda a abouti à la nomination d'un tribunal pénal international. Le conflit de la Yougoslavie a fini par être traité dans un tribunal pénal international et malheureusement, ce qui s'est passé en Algérie est le seul conflit qui a fait autant de morts, autant de traumatismes, autant de dégâts au niveau humain, au niveau politique, à tous les niveaux. Et malheureusement, nous n'avons absolument aucune personne n'est désignée comme responsable de massacres de population et de tout ce qui s'est passé dans le pays. Donc aujourd'hui, ce scandale où il y a eu des vies humaines, il y a eu des disparus, il y a eu des milliers de disparus, il y a eu des milliers de morts, il y a eu des exécutions à grande échelle, il y a eu des exterminations de villages entiers, il y a eu des carnages abominables, insupportables, mais qui ont tous été bâclés, finis, rangés dans ce qu'on appelle la réconciliation nationale. Et ce qui se passe également au niveau de la corruption et de tous les crimes économiques que vit le pays n'est pas loin d'être orienté dans une gestion politique, j'allais dire vicieuse, pour dire aux Algériens tout simplement que vous allez être obligés de nouveau d'accepter des amnisties, d'accepter la réconciliation, d'accepter d'oublier. Mais Farouk Somteni l'a dit. Farouk Somteni l'a dit publiquement. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, je pense que l'Algérien et le journaliste, le politique, l'intellectuel, le militant, c'est vrai qu'on a des informations extrêmement importantes dans ce qu'on appelle le scandale de Panama Papers, des révélations qui ont été données, mais nous connaissons bien l'état du pays et la gestion du pays. Nous nous souvenons tous, et nous avons, c'est un scandale révélé par la presse nationale sur les cycles de formation au Sheraton d'Oran de tous les travailleurs de... Ah, Karim Tabou? Est-ce que nous avons perdu Karim Tabou? Ah, on va essayer de le retrouver tout de suite. Et je reviens à Djilali Hajjaj. Djilali Hajjaj, d'abord, les questions que je voulais vous poser avant de passer à autre chose. Donc, gorge profonde de Mossack Fonseca, ça s'est passé comment? Ah oui, donc il y a eu donc des deux journalistes allemands qui ont été contactés donc fin 2014, début 2015, donc par une personne. Une seule personne? Qui a utilisé un pseudonyme. Mais il y a des millions de documents. Il y a des millions de documents. Qui a utilisé un pseudonyme, lui avait accès pratiquement à toute la documentation. Il avait accès, on va dire, aux ordinateurs de la société panaméenne. Et non seulement il avait accès aux archives, donc cette société panaméenne ayant des filiales un peu dans les places fortes financières internationales et même dans un certain nombre de paradis fiscaux, même aux États-Unis d'ailleurs. Et pendant plus d'une année, donc les deux journalistes allemands ont échangé avec cette gorge profonde, avec cette source qui a gardé son anonymat, et en même temps il fallait pas faire courir de risque à cette personne. Et personne qui s'est révélé par la suite en fait être, j'allais dire, quelqu'un qui militait contre les paradis fiscaux, contre ces détournements, qui avait une vision assez généreuse, j'allais dire, d'une société moderne, de progrès et tout, et donc qui affichait un profil militant. Donc c'est pas quelqu'un qui appartenait à cette société panaméenne et qui, ayant été limogé ou licencié, par revanche,
voulait... Mais il reste voulait créer anonyme, cette société. Gorge Profonde reste anonyme, je suppose. Il est resté anonyme, mais en même temps, pendant une année, il a été en contact donc avec ces journalistes qui ont préservé d'ailleurs, qui ont fait en sorte de préserver son anonymat et de faire en sorte qu'il ne soit pas, puisque ça nous le savons, en termes d'intelligence économique et même de ce type d'information, nombre d'officines un peu partout dans le monde sont friands de vouloir retrouver la personne en question, de vouloir éventuellement, sous prétexte de violation de secrets professionnels ou de violation de secrets d'une entreprise, donc un lanceur d'alerte comme celui-là n'est pas toujours bien vu par les gouvernements, même les plus démocratiques. Et donc, les informations qui sont énormes, et une documentation, je vous le dis, qui est très difficile à gérer, même quand il y a une corporation même s'il y a à peu près 300 journalistes dans le monde qui travaillent sur ça, donc il va y avoir encore de nouvelles révélations, et on ira un peu plus dans le détail. Et en général, quand vous mettez sur la place publique ce type d'informations assez explosives, vous avez toujours, j'allais dire, d'autres gorges profondes qui se manifestent. Oui. Réaction en chaîne. Une révélation en appelle une autre. Et ça, c'est connu dans le milieu du journalisme d'investigation. À charge, pour ceux qui reçoivent ces informations, et c'est là le travail admirable du Consortium international des journalistes d'investigation, ce consortium il fallait aussi recouper, vérifier... Ben justement, Soufiane Gilali, on apprend que des journalistes algériens auraient collaboré avec le consortium pour les aider en fonction de leur connaissance du terrain, les aider à coordonner, à comprendre, à aller un peu plus loin, en latéral. Est-ce que vous avez connaissance de cela? Dès le départ, le Consortium international des journalistes d'investigation avait deux préoccupations. Une première préoccupation, c'est faire en sorte, au fur et à mesure qu'ils recevaient les informations, les documents, de faire en sorte que ça soit exploité par des journalistes des pays les plus concernés. Ça, c'était un premier souci du consortium, et je crois que globalement, il y est parvenu. Mais en même temps, le deuxième souci du Consortium international des journalistes, c'était de faire en sorte aussi que dans les pays, j'allais dire, liberticides, où il y a très peu de démocratie, où il y a beaucoup de répression contre les médias et les journalistes, de ne pas exposer aussi des journalistes d'investigation qui ont déjà énormément de problèmes avec les régimes en place et qui parfois sont victimes d'assassinats jamais élucidés. Pour en revenir à la partie algérienne, et je vous remercie de me donner l'occasion de citer le journaliste algérien qui fait partie, on va dire, de la filiale du consortium pour la région des pays arabes et maghrébins. Il s'agit de Lias Hallas, qui est un journaliste vraiment de talent, émérite, qui est vraiment un journaliste d'investigation, très professionnel, qui a travaillé d'ailleurs dans plusieurs médias algériens ces dernières années, qui est actuellement au Soir d'Algérie. C'est lui qui s'est associé au journal en ligne marocain Le Desk ces derniers temps, et qui hier et aujourd'hui donc s'est associé au journal Le Monde pour mettre sur la place publique ces révélations, et qui il n'y a pas longtemps aussi s'était associé au journal en ligne français Mediapart, le célèbre journal en ligne dirigé par Edoui Plenel. Oui. Donc Lias Hallas, effectivement, est le journaliste algérien, membre de la filiale arabe du Consortium international des journalistes, et qui donc, on va dire, est habilité et reconnu en tant que tel. C'est un peu leur porte-voix officiel. Et donc, ce journaliste que j'ai eu la chance de rencontrer récemment fait un travail remarquable, avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'humilité, et malheureusement, dans des conditions difficiles, et parfois fait l'objet d'accusations, mais vraiment idiotes, genre le journal en ligne, le Desk marocain est une officine du régime marocain contre l'Algérie, ainsi de suite. Mais ça nous connaissons déjà. Ça fait partie des règles. On trouve toujours prétexte pour essayer de discréditer. En tout cas, bravo à lui. Bravo à lui. J'espère que nous pourrons le recevoir ici dans cette émission. Il sera le bienvenu. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait. Barakallahu fi rabbi kthar bhalou. Restez avec nous, Gilali Hijaj. Je reviens à Karim Tabou, que nous avons réussi à joindre de nouveau. Karim Tabou, est-ce que trop de scandales ne finit pas par tuer le scandale? Puisque ça ne scandalise plus. Il y en a tellement, ça s'est tellement banalisé, on en a tous les jours que Dieu fait,
que les gens ne s'intéressent plus, ils en ont marre, ils en ont jusque-là, ça ne rentre plus. Non, c'est sûr qu'il y a une gestion politique de tout ça. Et on en a vu, je citais l'exemple de la gestion de la décennie noire, et qui a fini par aboutir à quoi? Aboutir à une logique de chantage permanente. Les Algériens sont sommés de ne pas évoquer cette période triste, sombre de leur histoire, sous peine d'être replongés de nouveau dans la violence et dans l'horreur. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. La banalisation de la violence a abouti également à la banalisation de la violence économique et de la corruption et de tous ces corollaires. Je citais des exemples précis sur la corruption qui a pris une ampleur terrible, et c'est vrai que toutes ces informations ne font que confirmer l'état de déliquescence dont se trouve le pays, l'inexistence de la justice, absence totale de contre-pouvoir capable de mener des enquêtes, et surtout les limites fixées par le système judiciaire, par le système d'information, par le système politique qui empêche tout droit de regard sur la gestion des biens du pays. Si nous citons que quelques exemples, je disais le cycle de formation à l'hôtel Sheraton d'Oran, tout le monde sait que les frais de cette formation étaient des sommes faramineuses et qui étaient versées totalement sur le compte des patrons de l'hôtel, et nous connaissons bien les personnes qui s'occupent, donc qui ont la charge de gérer cet établissement. Il y a également un scandale qui a été révélé je pense, par le journal L'Ouatan sur la construction d'une résidence. Et qui sont ces gens, Karim Tabou, il faut le dire, hein, qui sont ces gens qui sont dans l'administration de cet hôtel? Qui a coûté des sommes importantes, et également, je pense que la presse a bien révélé ce qui s'est passé dans la construction de la grande mosquée d'Alger. Et je passe sur les scandales connus de l'opinion publique, Sonatrach 1, Sonatrach 2, Sonatrach 3, et puis tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, malheureusement, la situation politique est telle que le pouvoir politique essaye de présenter cela comme des faits normaux. Et quand j'entends les ministres proclamer des sommes, proclamer des chiffres, ça donne des vertiges. Et parfois, je suis tenté de dire qu'il y a des ministres qui ne savent même pas écrire en chiffres ce qu'ils proclament, ce qu'ils annoncent, parce que ce sont des sommes qui sont vraiment importantes. Et devant cette situation, je pense qu'il incombe également aux journalistes, à l'élite libre, à l'élite dans tous les secteurs, que ce soit dans les partis politiques, dans l'associatif, dans les médias, de ne pas céder à ce chantage. Mais Karim Tabou, j'aimerais vous poser... possible, devant l'opinion publique, tous ces dépassements sur les biens du pays. Mais justement, Karim Tabou, j'aimerais vous poser une question au sujet des grands serviteurs de l'État. Je ne parle pas des barons du régime, je ne parle pas des apparatchiks, des caciques, des membres du clan. Je parle parce que dans ce pays, il y a quand même de grands serviteurs de l'État qui, je suppose, existent tant bien que mal, qui ne dépaissent pas la bête, qui ne se servent pas, qui vivent de leur traitement. Ces gens-là, si tant est qu'ils existent, je suppose qu'ils existent, pourquoi ne se démarquent-ils pas de ces véreux, de ces mafieux, de ces bandits, de ces voleurs qui à un certain moment se faisaient passer pour les sauveurs de la République ou pour leur clientèle, leur parentèle, leurs amis, etc. Pourquoi les grands serviteurs de l'État, les grands commis de l'État ne dénoncent-ils pas ces états de fait? Pourquoi ne se démarquent-ils pas de ces voleurs? Enfin, c'est Jamal, tout en respectant ces personnes, s'ils continuent d'exercer dans ces conditions,
Mais nous ne faisons pas l'illusion d'un pays normal, d'un pays qui fonctionne selon des normes. Nous savons très bien que la corruption est un des fondements, parmi les fondements essentiels du régime politique algérien, ajouté à la violence, à la puissance de ces réseaux, justement, qui ont pris en otage l'État, qui ont pris en otage le pays. Et c'est clair que la corruption aujourd'hui est devenue la menace essentielle sur la stabilité du pays. Mais en clair, Karim Tabou, est-ce que vous croyez, en clair, est-ce que vous croyez qu'il existe des serviteurs de l'État, des grands serviteurs de l'État, des grands commis de l'État intègres? Est-ce que vous y croyez ou non? Est-ce qu'ils sont tous à mettre dans la même poubelle? Non, je pense qu'il y a des Algériens qui ont l'amour du pays et qui tentent tant bien que mal d'éviter de tomber dans les offres alléchantes, dans les pratiques de corruption, dans les pratiques violentes qu'on connaît. Maintenant, sont-ils capables de se rendre visibles, de défier l'ordre actuel, la violence actuelle? Si Jamal, nous connaissons bien les subtilités de ce régime. Moi, pour la caricature, je disais dans une de mes interventions publiques que ce pays est devenu une immense salle d'attente et on fait attendre tout le monde. Et la technique étant de laisser toutes les personnes dans leur précarité sociale, dans leur précarité dans le travail, dans leur précarité économique, se chercher les moyens de se régler des petits conforts personnels, des petits conforts pour la famille, des petits conforts pour les amis. Et la corruption, c'est également structuré avec des attitudes qui existent autant au niveau d'une instance locale qu'au niveau de l'État. En fait, la corruption a sécrété des comportements, a sécrété une organisation et tout ça a pris l'allure d'un État parallèle, d'un système parallèle qui prend en otage tout le pays. Et une bonne conscience réglable en fonction des circonstances. Mais restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Karim Tabou, une dernière question à Jilali Hajjaj. Jilali Hajjaj, essayez de nous parler un peu, il ne reste plus beaucoup de temps, de cette paire de Bjaoui et de Chakib Khalil. J'allais dire des Bjaoui et des Chakib Khalil. Oui, justement, je voulais en parler. Et plus on avance dans l'investigation, dans la collecte de l'information, émanant pas uniquement des médias, mais des juges italiens, des juges suisses, un peu moins du côté du Canada. Il faudra qu'on en reparle un jour. Il y aura probablement dans les prochaines semaines des nouvelles révélations concernant SNC-Lavalin et la corruption en Algérie, l'entreprise canadienne SNC-Lavalin. Du côté canadien, par contre, autant les services d'investigation, gendarmerie royale canadienne, police judiciaire canadienne a fait un travail remarquable, autant la justice canadienne, sous pression du politique, est en train de freiner des cas de fer. Par contre, ce que nous découvrons maintenant, c'est qu'en fait, il y a une sorte de clan situé un peu dans une zone intermédiaire et qui est à cheval sur plusieurs grandes affaires de corruption. Ce clan se compose essentiellement donc de Chakib Khalil et d'un certain nombre de ses, je ne parle pas de sa famille, d'un certain nombre de ses collaborateurs, entre guillemets, collaborateurs qui étaient en Algérie ou qui sont à l'étranger, notamment du côté du Luxembourg, des paradis fiscaux. Donc ça, c'est la première pièce du clan. La deuxième pièce, ce sont les Bedjaoui. Alors le Bedjaoui, Khalid Bedjaoui a aussi ses collaborateurs. Et il y a l'oncle qui apparaît comme l'oncle Mohamed Bedjaoui, qui apparaît un peu comme un parrain dans l'ombre. Et qui, lui, aussi bien Chakib Khalil, Khalid Bedjaoui, Mohamed Bedjaoui, se retrouve à cheval sur plusieurs grandes affaires de corruption, Sonatrach 1, Sonatrach 2 et même Sonatrach 3. Je publiais récemment un Sonatrach 4 entre Chakib Khalil, le roi d'Espagne, et une princesse allemande. Mohamed Bedjaoui, lui, est à cheval de par ses relations au niveau international et de par ses liens, j'allais dire,
quasi historique avec le régime, est à cheval à la fois sur les affaires gérées par Khalid Bjaoui, sur l'autoroute Est-Ouest, il reconnaissait il n'y a pas longtemps qu'il avait introduit Pierre Falcon dans le marché, et aussi sur l'affaire SNC-Lavalin, puisque Khalid Bjaoui est un des éléments essentiels de la corruption des SNC-Lavalin en Algérie sur des marchés, sur 10 ans, qui s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars. Donc ce n'est pas peu. Donc on a ce trio avec quelques dizaines d'éléments qui tournent autour et que je considère, moi, comme étant un élément, un clan intermédiaire entre les commanditaires à un plus haut niveau, qui sont-ils au sein du régime, à sa périphérie, et ce clan est intermédiaire donc avec les commanditaires plus hauts, et plus bas, nous retrouvons des intermédiaires de moindre importance au sein du régime et de sa périphérie, et aussi surtout sur la scène internationale. Donc ça, c'est un peu la lecture que moi je fais, et qui semble la plus plausible de ce qui se dessine, et qui va faire en sorte aussi que nous allons bientôt avoir aussi de nouvelles informations. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, mais nous avons la justice italienne a reçu de leurs collègues suisses des informations extrêmement sérieuses, comme quoi Mohamed Bjaoui s'est vu transférer 10 millions d'euros. Oui, c'est dans cette émission que vous l'avez dit, en effet. Voilà. Et donc là, je le confirme. Là, je le confirme. Ben, nous y reviendrons une autre fois. Gilal Hijaj, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission et nous retournons à Karim Tabou. Karim Tabou, tout ce que nous sommes en train d'apprendre, qui est énorme, qui est inimaginable, qui est hallucinant, n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg, que l'arbre qui cache la forêt. Vous pensez qu'on va s'en sortir comment d'une telle catastrophe? Pour dire qu'on est sur le point de sortir, je ne le pense pas, mais en militant politique et en citoyen qui essaye de participer dans toutes ces luttes, il s'agit pour nous de nous saisir de toutes les opportunités possibles pour reposer ce débat et mobiliser le plus possible de citoyens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans votre introduction à l'émission, vous avez posé une interrogation qui est essentielle dans notre débat. Le peuple, la population, dans tout ce qui se passe dans le pays, est un élément important que nous devons remobiliser. Et pour remobiliser le peuple, ça va demander un effort de pédagogie politique, de pédagogie du terrain, tellement importante que l'effort à consentir de notre côté est plus important que l'effort que doit consentir le pouvoir en termes de, j'allais dire, de concession pour la démocratie, pour la liberté. Donc, c'est à nous de mener ce débat. C'est à nous, ce que vous faites dans le Maghrébia, est un des espaces importants qui va certainement participer à l'éveil et à la construction de cet élan nouveau qui va rendre justice aux Algériens et qui va sortir le pays du sous-développement. C'est tout ce que nous souhaitons. Merci Karim Tabou, merci Gilal Hijaj. Nous allons continuer à parler de ce gros scandale, de ces scandales demain, une deuxième partie de la même émission où nous recevrons d'autres invités. Je remercie donc mes invités d'aujourd'hui. Je vous remercie, vous, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle, comme l'a signalé tout à l'heure Karim Tabou, qu'on parle déjà d'amnistie financière. Pour rester un joli euphémisme, pour rester poli, pour ne pas parler de corruption. Farouk Somteni a déjà parlé de ça, il a évoqué le sujet, il commence toujours comme ça à nous préparer. Il a dit, écoutez, de toute façon on ne pourra jamais régler le problème, il faut penser dès lors à essayer de tout effacer pour pouvoir recommencer sur des bases nouvelles, comme ça ces gens vont pouvoir réimporter cet argent, l'investir, etc. Merci, Bqaw ala khair, b'slama.